Bonjour à tous. On va attendre juste quelques minutes, quelques secondes même, le temps que tout le monde se connecte. Bon, je réponds tout de suite à la première question. Oui, il y aura un replay qui va être disponible. On enregistre la vidéo et vous pourrez le revoir par la suite. De la même façon, j'en profite tout de suite pour en parler. Je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure, mais globalement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, à la fin, on fera une session de questions-réponses. Et pour les questions qui n'ont pas de réponse pendant le live, faut pas hésiter à les poser quand même, hein, ne vous inquiétez pas. On les prendra en compte par la suite et on essaiera autant que faire se peut de vous apporter des réponses à vos questions. On va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Najim Mekdoud. Je suis le Chief Security Officer de Pentalog, du groupe Pentalog. Donc, le groupe Pentalog qui regroupe un certain nombre d'activités. Pentalog Software Factory sur la partie développement d'applications. Mais on a aussi des activités sur le recrutement. Sur du DevOps et également sur des services de sécurité. Donc moi, mon job, c'est d'assurer la sécurité du groupe et de construire et de promouvoir l'offre commerciale sécurité des services sécurité de Pentalog. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un type particulier d'attaque informatique qu'on appelle communément le DDoS pour Distributed Denial of Service. L'idée de la présentation, c'est que je vous présente les différentes, la définition, un peu l'explication de ce que c'est que ce type d'attaque rapidement pour que chacun d'entre vous, je ne connais pas le profil de chacun d'entre vous, mais l'idée, c'est que chacun d'entre vous comprenne la mécanique, comprenne les enjeux autour de ce type d'attaque, les conséquences, les impacts, que ce soit techniques ou financiers. Et dans une seconde partie, vous présenter les différents moyens de protection. Vous allez voir, ils vont être assez divers, liés à la particularité de ce type d'attaque, avec différentes pistes et différentes solutions pour vous protéger sur ce type d'attaque. Et enfin, on prendra quelques minutes pour faire une petite session de questions-réponses. Donc c'est parti. Donc le principe de l'attaque DDoS. Alors déjà, l'attaque DDoS, c'est une sorte d'évolution de l'attaque classique Denial of Service, avec la particularité que les capacités IT, les capacités informatiques évoluant, lancer une attaque depuis un point unique devenait de moins en moins efficace. Et donc, cette évolution de l'attaque de Denial of Service en Distributed Denial of Service a pour objectif justement de multiplier les sources d'attaque pour augmenter l'impact et les conséquences de ce type d'attaque. On est clairement sur un type d'attaque qui n'a pour objectif que de la destruction. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une attaque qui va essayer de voler de la donnée, qui va essayer de falsifier ou d'altérer l'intégrité de vos données ou de vos services. C'est vraiment un arrêt de service, le blocage d'un service, d'une infrastructure, d'une application, mais on est sur un objectif qui est de détruire ou d'empêcher le fonctionnement d'un service. Au sein de ce type d'attaque, on va avoir différents vecteurs d'attaque, différentes techniques qui vont pouvoir être mises en œuvre, avec des conséquences à différents niveaux. Donc, on parle d'attaque volumétrique. Donc, l'idée, c'est d'inonder globalement par des sollicitations diverses vos infrastructures de façon à ce qu'elles ne puissent plus rendre le service qu'elles sont censées rendre.
On va parler aussi d'attaque plutôt côté réseau, plutôt applicative. On va revenir en détail un petit peu plus par la suite dans cette présentation. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que on va avoir différents niveaux auxquels peut intervenir une attaque en DDoS, et donc avec des conséquences qui peuvent être distinctes, des techniques employées qui peuvent être distinctes, et une facilité d'exploitation qui va dépendre de la technique utilisée pour mener ce type d'attaque. Donc, voilà un peu le principe. On remarque également assez fréquemment qu'une attaque DDoS est couplée à une demande de rançon. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le modèle du ransomware où on va globalement chiffrer les données et demander une rançon pour avoir la clé de déchiffrement. Là, on va être dans un cas où une entreprise va être menacée de ce type d'attaque, peut-être attaquée une première fois sur une courte durée, puis ensuite va recevoir une demande de rançon dans laquelle on va lui dire c'est pas compliqué, il faut payer, sinon on vous attaque. Un point qui n'est pas mentionné dans la présentation, mais qui peut être important pour avoir en tête les différentes échelles, il faut comprendre que pour un attaquant, mener une attaque en DDoS représente un coût moyen par attaque de 23 € en moyenne. Donc, c'est des statistiques que vous pouvez d'ailleurs trouver assez facilement sur Internet, avec un coût qui est considéré comme maximum de 370 € quand on mène une attaque de longue durée, et un coût autour de 4 € quand on mène une attaque vraiment très courte. Donc, on est quand même sur des coûts de mise en œuvre pour attaquer une cible qui sont relativement faibles pour un attaquant. A contrario, quand on regarde les impacts financiers, et on les prendra en détail tout à l'heure, quand on regarde les impacts financiers pour la cible attaquée par le hacker, les coûts financiers engendrés par une attaque en DDoS sont complètement hors comparaison vis-à-vis de l'investissement pour l'attaquant. On parle de centaines, voire de millions d'euros ou de dollars en conséquence d'une attaque en DDoS. Donc, on a d'un côté une attaque qui finalement est relativement simple à mettre en œuvre, relativement peu coûteuse à mettre en œuvre, et de l'autre côté, des conséquences qui peuvent être super importantes pour l'entreprise ou l'entité attaquée. D'où cette mécanique qui fait que on est dans une facilité d'exploitation, et le retour sur investissement lié à la demande de rançon est tout à fait cohérent, en tout cas économiquement, pour l'attaquant. Donc, sur une attaque DDoS, on va avoir grosso modo deux grandes familles de conséquences. On va avoir les conséquences techniques, donc qu'on va voir là, et puis ensuite, sur les slides à venir, les conséquences plutôt financières. On verra que de toute façon, elles sont liées. Les conséquences techniques vont forcément, quelque part, de façon directe ou indirecte, engendrer des conséquences financières. Donc, on va avoir une consommation importante des ressources réseau. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques, surtout pour l'attaque volumétrique, une des caractéristiques d'impact de ce type d'attaque, c'est qu'on va avoir une consommation de bande passante complètement hors norme au moment de l'attaque, jusqu'à complètement boucher les tuyaux d'accès à vos applications et à vos services, de façon à les rendre totalement indisponibles. Ensuite, on va avoir une consommation importante de ressources plutôt matérielles. Donc, quand on parle de ressources matérielles, ça peut être soit des ressources matérielles au niveau des équipements réseau, c'est-à-dire qu'on va avoir sur la chaîne de liaison d'un applicatif ou d'un service un certain nombre d'éléments, que ce soit des switches, des routeurs, des firewalls, des éléments de sécurité également, IPS, IDS, qui vont être finalement la cible de l'attaque. C'est-à-dire que l'attaque va cibler la surconsommation de ressources et va cibler cette surconsommation afin de rendre inopérants ces équipements, de faire en sorte qu'ils ne rendent plus le service et qu'ils ne transmettent plus l'information. Mais on va avoir aussi comme cible toute la partie serveur,
de façon à ce que vos serveurs applicatifs, vos serveurs web soient plus en capacité de répondre et de transmettre les données nécessaires au bon fonctionnement de votre application, au bon fonctionnement de votre appli web, et donc de la rendre indisponible. Donc, on va avoir ces deux premières conséquences. Et enfin, une dernière conséquence qui est plutôt une sorte d'effet de bord de l'attaque. C'est-à-dire que généralement, ce n'est pas vraiment la cible, comme peuvent l'être les deux premiers cas de figure que j'ai évoqués. Mais c'est plutôt un effet de bord qui est lié au fait que toutes les entreprises, la plupart des entreprises vont avoir un certain nombre d'applicatifs legacy qui sont toujours utiles, qui sont toujours utilisés, mais qui sont un peu vieillissantes. Et souvent, ces applicatifs legacy vont subir une sorte d'effet de bord lié à leur incapacité à gérer une désynchronisation des échanges. On va se retrouver très fréquemment avec des données corrompues, des données incohérentes dans une application, ce qui finalement n'est pas la cible immédiate de l'attaquant, mais qui va avoir des conséquences par la suite, parce que même une fois l'attaque terminée, pour nettoyer ces bases de données, nettoyer ces données, ça va représenter un coût qui peut être important, que ce soit un coût humain, que ce soit un coût financier, pour arriver à remettre en route correctement ces différentes applications. Donc voilà, on va avoir grosso modo ces trois types d'impact et de conséquences techniques. Et on verra par la suite les différents moyens mis à votre disposition par les différents fournisseurs et par potentiellement les architectures que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre SI afin d'essayer de contrer ce type d'attaque. Les impacts financiers, donc fatalement une consommation de ressources, de bande passante, une surconsommation des ressources matérielles, de CPU, de RAM, de disques, surtout dans des modèles économiques type AWS, où on va avoir une forte scalabilité d'infrastructures, une forte adaptabilité de vos infrastructures à la sollicitation. On va se retrouver nécessairement avec un impact financier. Donc, typiquement, si on prend l'exemple d'Amazon, les applications qui sont basées sur des infrastructures mettant en œuvre de l'autoprovisioning et de l'allocation dynamique de ressources, typiquement, dans le cas d'une attaque par déni de service, vont se retrouver à avoir une facturation cohérente et proportionnelle vis-à-vis de l'attaque. Plus l'attaque est violente, plus la facturation de ces ressources et de ce matériel alloué à votre application va être important. Donc, c'est le premier impact financier qu'on va pouvoir avoir. C'est la même chose d'ailleurs, hein, j'ai pris l'exemple d'Amazon, mais ça peut être la même chose au niveau des bandes passantes. En fonction du fournisseur et de l'opérateur avec qui vous travaillez, vous pouvez être amené à être facturé d'une surconsommation de bandes passantes liée à l'attaque. Le deuxième point, ça va être la gestion de l'incident. C'est-à-dire que fatalement, vous allez vous retrouver dans une situation où vos services ne sont plus disponibles, donc c'est un problème pour le business, et vous allez devoir mobiliser vos équipes pour qu'elles puissent gérer cet incident, retourner à une situation, même si elle est dégradée, mais une situation de fonctionnement acceptable pour votre business. Et toute cette organisation, toute cette structure qui va devoir gérer l'incident afin de limiter cette durée la durée et l'impact de l'attaque, tout ça, ça va avoir un coût. Parce que toutes ces personnes-là, pendant qu'elles sont en train de gérer cet incident, pendant la journée et peut-être les jours qui vont suivre l'incident pour remettre un petit peu tout en fonctionnement, toutes ces personnes-là vont être focusées sur ce traitement d'incident et ne vont fatalement pas être productifs pour d'autres sujets, d'autres projets, d'autres actions qui sont également de leur responsabilité. Donc, ça a un effet perturbateur au niveau de l'organisation,
au niveau des planning projets, au niveau, au final, de ce qu'on est en capacité de délivrer au business, qui est non négligeable. Alors, je n'ai pas trouvé spécialement de statistiques par rapport à ça, mais en réalité, pour avoir vécu un certain nombre de fois ce type d'attaque, on se rend compte que si on était en capacité de chiffrer tous les coûts cachés, la part de l'impact financier lié à cette gestion d'incident est parfois bien plus importante que l'impact en termes de ressources qu'on va avoir sur nos équipements. Et le troisième type d'impact financier, c'est celui qui est le plus évident, a priori, c'est la perte d'activité. Quand mon business se fait principalement sur le web, se fait principalement avec mon application. Si j'ai une boutique en ligne qui arrête de vendre pendant le temps de l'attaque, directement, on va avoir une perte d'exploitation de ce business, une perte de chiffre d'affaires qui va clairement se voir dans les chiffres pendant le laps de temps de l'attaque. Alors, une petite remarque aussi, c'est que souvent, on a tendance à faire un calcul assez linéaire de la perte d'activité. C'est un calcul qui n'est pas tout à fait exact parce qu'un client qui vient à un moment où l'application n'est pas disponible et qui ne va pas pouvoir faire son achat ou pas pouvoir bénéficier de son service, ne va pas nécessairement abandonner définitivement et potentiellement, après l'attaque, va revenir. Donc, le calcul de la perte d'activité, il est parfois pas si évident que ça. Néanmoins, en plus de la perte d'activité, il ne faut pas négliger l'impact vis-à-vis de l'image de l'entreprise d'avoir un site indisponible pendant les heures d'ouverture ou pendant des périodes d'activité business importantes. Malgré tout, ça représentera un impact. Après, à chiffrer, ça reste toujours assez compliqué. Bon, voilà, on a vu qu'on avait des impacts techniques, des impacts financiers, un lien assez fort finalement entre les impacts techniques et les impacts financiers. Tout ça fait que quand on subit une attaque, quand une entreprise ou un service va subir ce type d'attaque, on va avoir une désorganisation un petit peu transverse de la façon de fonctionner du business et de ce qui finalement fait marcher l'entreprise ou au moins le service ciblé. Je fais juste une petite aparté également. Un certain nombre d'entreprises, alors peut-être pas forcément celle pour laquelle vous travaillez vous aujourd'hui, mais un certain nombre d'entreprises mettent à disposition plusieurs applications, plusieurs services à leurs clients sur des infrastructures différentes. Subir une attaque en déni de service, même si toutes les applications ne sont pas la cible, avec les infrastructures de virtualisation, avec la mutualisation finalement des ressources matérielles, on arrive à des phénomènes où même si les 10 applications de l'entreprise ne sont pas la cible de l'attaque en question et qu'il n'y en a finalement qu'une seule qui a été ciblée, on va pouvoir malgré tout avoir un impact sur les autres applications. Donc, il faut faire très attention. Les effets de bord autour d'une attaque en DDoS peuvent aller bien au-delà de ce qu'on peut imaginer a priori quand on a en tête en fait ce type d'attaque. Maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'une attaque en DDoS, ce que ça peut impacter, ce que ça peut nous coûter en tant qu'entreprise, l'idée là, c'est d'un peu de parcourir les différents moyens de protection qui vont être mis à notre disposition pour arriver à soit contrer, soit diminuer l'impact de l'attaque si jamais elle survenait. Donc, on va avoir un certain nombre de dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place, des dispositifs qui vont être plutôt préventifs, c'est-à-dire que l'idée n'est pas que ces dispositifs interviennent au moment de l'attaque, mais justement limitent les potentialités d'attaque. Des dispositifs qui vont être plus en réaction, donc là on est vraiment dans l'attaque.
Des bonnes pratiques, plutôt bonnes pratiques d'architecture, d'infrastructure, de comment construire ces architectures et ces infrastructures de façon à ce qu'elles soient plus robustes à ce type d'attaque. Et enfin, un dernier point autour des différentes solutions cloud qu'on peut trouver aujourd'hui qui permettent de répondre à un certain nombre de problématiques liées aux attaques en DDoS. Donc, on va commencer sur les dispositifs préventifs. En fait, il faut comprendre que l'attaque en DDoS, sachant qu'elle vient d'un nombre assez important d'origine, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de postes qui vont être à l'origine de l'attaque en question. Un attaquant ne va pas faire ça simplement avec son poste, mais justement, c'est le principe du DDoS, c'est qu'il va avoir un parc relativement important de machines, qu'on appelle généralement des machines zombies. En réalité, une des mesures préventives qui finalement n'a pas d'intérêt direct pour l'entreprise qui va les mettre en œuvre, mais plutôt qui est une sorte de mesure d'hygiène globale pour les réseaux et Internet, c'est tout simplement d'appliquer des bonnes pratiques basiques de la sécurité qui consistent à gérer correctement ces correctifs et la correction des vulnérabilités. Parce qu'en réalité, plus on est efficace collectivement dans la correction de ces vulnérabilités, dans l'application des correctifs, dans la sécurisation des différents postes connectés sur Internet, moins le parc potentiel de machines dites zombies va être important et donc moins les capacités d'attaque des hackers vont être importantes. Alors, c'est notamment super important maintenant qu'on va de plus en plus vers des équipements entre guillemets légers, connectés dans notre quotidien. Parce que souvent, des webcams, de la vidéosurveillance à la maison, c'est des dispositifs qui sont très peu sécurisés, qui sont très faciles finalement de détourner de leur objectif initial, qui est de rendre le service d'une caméra de vidéosurveillance, et qui, en même temps qu'elle va rendre ce service-là, va pouvoir être déclenché à la demande par un réseau de hackers pour mener une attaque en DDoS. Donc, le premier dispositif à mettre, à appliquer, c'est tout simplement d'appliquer les correctifs de sécurité afin de limiter la surface d'attaque et la propagation et l'augmentation du parc de machines zombies. Donc finalement, c'est pas directement lié au traitement de l'attaque en DDoS, mais c'est quand même à son origine. Autre dispositif préventif qui vise justement à limiter la surface d'attaque, c'est tout ce qui va toucher au filtrage et à l'exposition au final sur Internet de vos équipements. Donc là, on est plus proche de l'activité même de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'appliquer le principe d'ouverture de flux à minima, avec le moindre accès. Tout simplement parce que il sera plus facile de protéger ces accès-là s'ils sont bien maîtrisés et si ils sont peu nombreux. Se retrouver dans une situation où finalement on n'a pas fait un bon travail sur le filtrage et où on expose des services qui, pour l'application en question, ne sont pas utiles sur Internet, va donner des capacités et des possibilités d'attaque beaucoup plus vastes à un attaquant que si on a un simple port 443 d'ouvert sur le firewall avec un seul service exposé. Donc pareil, ça reste une bonne pratique un peu générale de sécurité, mais finalement, elle a son rôle à jouer dans la protection contre une attaque en déni de service. Donc on est toujours dans la même dans la même approche, c'est limiter au maximum la surface d'attaque, limiter au maximum ce qu'on va pouvoir montrer et exposer à un attaquant qui désirait lancer une attaque sur nos équipements. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle le durcissement des configurations.
Alors, c'est peut-être pas quelque chose avec lequel tout le monde est familier, mais l'idée, c'est qu'un système d'exploitation, un équipement réseau, va arriver avec une configuration de base livrée par l'éditeur, par le constructeur. Généralement, ces configurations de base, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais elles ne sont pas pensées pour apporter un niveau de sécurité maximum de vos infrastructures. Donc, un des dispositifs qui va permettre justement de limiter l'exploitation de vulnérabilités par un attaquant qui voudrait faire une attaque en déni de service, c'est de durcir les configurations et les paramétrages de vos différents équipements, de vos différents systèmes d'exploitation. Donc, on peut prendre un exemple sur le système d'exploitation. Typiquement, sur un système Windows, ce qu'on fait beaucoup chez Patalog, c'est d'essayer au maximum d'appliquer les recommandations du CIS Benchmark. Donc, je vous invite tous à aller sur le site du CIS. C'est des documents qui sont disponibles sur Internet et qui permettent d'avoir une documentation liée à la configuration et à la bonne pratique de configuration de sécurité pour un certain nombre de technologies. Donc, ça va être des systèmes d'exploitation, ça va être des équipements réseau, ça va être de la base de données. Donc, ça va être un petit peu à tous les niveaux. Et donc, l'idée d'appliquer ce type de bonne pratique, c'est justement qu'on va limiter encore plus, non plus au niveau du simple patch, non plus au niveau du réseau où on va exposer uniquement une partie des services hébergés par l'infrastructure, mais directement au niveau du système d'exploitation, directement au niveau des équipements réseau, les configurer de façon à ce qu'ils soient moins vulnérables à certains types d'attaques, moins sujets et moins impactés par une attaque en DDoS. Le durcissement, il faut en avoir conscience, donc ça aide beaucoup sur la partie DDoS, mais ça a aussi beaucoup d'avantages et ça améliore vraiment le niveau de sécurité de façon globale, donc pas que contre ce type d'attaque. Enfin, on va avoir un certain nombre de dispositifs dits de réaction. La première chose qu'il faut être en capacité de faire quand on subit une attaque en déni de service, c'est de s'en rendre compte. Il m'est déjà arrivé, et peut-être à certains d'entre vous, de rencontrer une situation où on va avoir les équipes infrastructure ou les équipes métiers qui vont se plaindre de lenteur sur une application, qui vont se plaindre d'indisponibilité de certaines pages, sans même se rendre compte qu'en réalité, ils sont en train de subir une attaque en DDoS. Tout simplement parce qu'ils vont mettre ça sur le dos d'un simple incident applicatif, d'un incident matériel, infrastructure, et ils vont aller chercher dans cette direction-là. Donc, un des premiers dispositifs de réaction qui est vraiment très important dans le cadre de la gestion de ce type d'attaque, c'est d'être en capacité de les détecter. Donc, avec un système de monitoring suffisamment efficace pour arriver à remonter une alerte pertinente en cas d'attaque. Donc, prévenir les équipes et du coup mettre en place le dispositif humain et de gestion d'incidents adéquats sans perdre de temps à chercher dans une direction qui finalement n'est pas la bonne, qui serait une problématique infrastructure, une problématique applicative, alors qu'au final, on est tout simplement en train de subir une attaque informatique. Donc après, on va avoir différents niveaux de monitoring. Donc ça va être du monitoring plutôt système pour aller identifier les consommations et les augmentations de consommation de ressources avec un certain nombre de seuils qui vont pouvoir être configurés, et un monitoring plutôt réseau, où pareil, l'idée c'est la même chose, c'est surveiller les bandes passantes consommées, surveiller le type de trafic qui va passer dans nos tuyaux, parce que généralement, une attaque en DDoS va se faire sur un protocole bien précis, et donc on va pouvoir identifier qu'il y a une proportion d'un type de trafic bien particulier qui a sensiblement augmenté à l'instant de l'attaque, ce qui va permettre à ce moment-là d'identifier le fait que on est peut-être dans une situation où ce n'est pas un problème d'infrastructure, mais une vraie attaque. Dispositif de réaction aussi, tout ce qui touche à la gestion de crise. C'est bien d'identifier qu'on est attaqué, c'est bien de comprendre comment l'attaque se déroule.
L'étape d'après, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à gérer correctement l'attaque en question, la situation de crise, pour arriver à revenir à la normale. Donc, clairement, avoir prévu à l'avance le dispositif qu'on allait, et principalement un dispositif humain, qu'on allait pouvoir déployer en cas d'attaque en déni de service, mais en réalité, en cas d'incident majeur lié à la sécurité en particulier. Donc, savoir qui va intervenir, comment il va intervenir, qui va prendre les décisions potentiellement arbitrées, l'arrêt de certaines machines, l'arrêt de certains équipements réseau. Tout ce dispositif doit nécessairement être prévu à l'avance, documenté et maîtrisé de la part du personnel. Ça veut dire qu'il y a une composante exercice importante dans la mise en place de ce dispositif, avec un objectif qui est de prendre en compte rapidement l'incident et de le traiter le plus rapidement possible, de manière à limiter au maximum l'impact de l'attaque. Sur la partie, on va avoir une partie, comme je disais tout à l'heure lors du sommaire, une partie architecture, infrastructure. Pourquoi ? Parce que fatalement, quand on construit bien ces infrastructures, on va être en capacité d'anticiper un certain nombre de dysfonctionnements, d'anticiper un certain nombre d'événements de sécurité, et notamment la partie DDoS qui va pouvoir être pris en compte dans le design même du réseau, dans le design même des infrastructures qui vont héberger les applicatifs métiers ou business de vos entreprises. Donc, un des premiers points, finalement, jusque-là, on est sur des technologies et des dispositifs de sécurité qui sont relativement classiques, mais qui finalement ont un impact sur la façon dont on va pouvoir maîtriser les attaques. Donc, un des premiers points, c'est le cloisonnement du réseau. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où notre réseau est correctement cloisonné, où nos infrastructures sont correctement splittées entre différentes machines, différents réseaux, on va avoir, pendant la cellule de crise, pendant la gestion de l'incident, la possibilité d'isoler tout ou partie d'une application de façon à ce que la partie ciblée, la partie qui est attaquée, finalement, de toute façon, elle n'est pas disponible, donc elle est perdue. Et donc, un des objectifs est aussi de limiter les effets de bord dont on parlait plus tôt sur les autres applications qui, elles, ne sont pas la cible de l'attaque. Donc, avoir un cloisonnement réseau efficace permet de prendre ce type de mesures et de pouvoir continuer à rendre le service sur toutes nos applications, excepté celle qui est réellement la cible de l'attaque. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un réseau d'administration dédié. Pourquoi ce point est important ? Et tout simplement parce qu'en cas d'attaque, on va se retrouver avec une augmentation des bandes passantes sur toute la chaîne de liaison et sur tous les réseaux impliqués dans la délivrance du service attaqué. Ce qui veut dire que si on utilise notre réseau LAN classique pour administrer nos équipements, pour administrer nos infrastructures, au moment où on va subir l'attaque, nos administrateurs vont se retrouver dans une situation un peu compliquée pour aller prendre les mesures et les contre-mesures nécessaires à la gestion de cette attaque. Ils ne vont plus être en capacité d'administrer les équipements, ils ne vont pas être en capacité de couper certains réseaux virtuels, ils ne vont pas être en capacité d'arrêter certains services potentiellement qui poseraient problème sur nos infrastructures. Et on va se retrouver dans une situation où finalement, on n'aura aucun moyen d'action sur notre infrastructure afin de limiter l'impact de l'attaque. Donc vraiment, splitter le réseau de production du réseau d'administration et le dédier afin qu'il y ait le moins d'impact possible sur ce réseau et à ce qu'on ait toujours des capacités d'intervention. Des systèmes adaptés, donc l'infrastructure avec des systèmes de répartition de charges. Donc, ça permet, dans un premier temps, en fonction de la virulence des attaques, d'être en capacité finalement d'absorber cette charge sans qu'elle n'ait d'impact sur le service délivré. Donc, avec des infrastructures designées avec du load balancing, un certain nombre de machines
en capacité de prendre en charge le service. L'idée, c'est de penser l'architecture et l'infrastructure au moment de sa construction, de façon à ce que si elle perdait un certain nombre de capacités matérielles, de capacités de calcul, elle puisse malgré tout rendre un service, même dégradé, mais continuer à rendre le service à nos utilisateurs. Et enfin, un point dont on parlait rapidement tout à l'heure, on parlait d'AWS, la scalabilité des infrastructures. Alors, quand vous êtes sur vos propres infrastructures et vous maîtrisez toute la partie matérielle, avoir une infrastructure scalable va engendrer finalement assez peu de coûts dans la mesure où vous êtes en capacité d'absorber les charges nécessaires. Comme on l'évoquait plus tôt, quand on est sur des services type AWS, on peut très vite se retrouver avec des charges financières importantes. Néanmoins, techniquement, ça a quand même un intérêt. Même s'il faut être très vigilant et poser certaines limites sur la consommation des ressources, en cas d'attaque relativement courte, de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, ce qui est fréquemment le cas pour les attaques en DDoS, la capacité de scalabilité des infrastructures va être plutôt pratique puisqu'on va se retrouver à être en capacité d'absorber cette charge, ne pas finalement avoir d'impact ou très peu d'impact sur la délivrance du service, tout en, si on est sur une attaque relativement courte, tout en ayant des coûts et des pertes qui sont relativement faibles. Donc malgré tout, penser notre infrastructure scalable rend quand même nos capacités de délivrance du service bien meilleures que dans une infrastructure 3/3 classique, tout à fait statique, avec des ressources figées et fixes. Et enfin, on va parler un peu de solutions cloud. Alors, peut-être que vous en connaissez un certain nombre, mais l'idée de ces différentes solutions, c'est de se positionner en amont sur la chaîne de liaison de votre application, de votre infrastructure, afin de prendre en charge pour vous un certain nombre d'impacts et d'effets de bord que pourrait subir votre infrastructure en cas d'attaque en DDoS. Donc, le premier impact qu'on a pu citer, c'est l'augmentation des bandes passantes. Donc, un certain nombre de services cloud vont vous proposer de mettre en place une capacité d'absorption qui va différer en fonction des différents fournisseurs, une capacité d'absorption de la bande passante qui peut aller jusqu'à plusieurs téras par seconde, de façon à ce que lorsque vous subissez l'attaque, vous n'ayez pas de surcoût puisque vous payez de toute façon un abonnement régulier à ce type de service et à ce que le fournisseur de service prenne à sa charge, finalement, l'impact de cette attaque vis-à-vis de la bande passante. On va avoir souvent également un dispositif qui est couplé à cette capacité d'absorption de la bande passante, qui est la mise en place d'un cache. Donc, un des plus connus fournisseurs de services de cache, peut-être que vous le connaissez, c'est Akamai, qui va avoir la capacité de mettre à disposition de vos utilisateurs une version en cache de votre application, ce qui fait que vos infrastructures ne sont finalement pas attaquées directement, même en temps normal, même en cas de fonctionnement nominal de votre application, d'être en capacité donc de mettre ce cache en place, ce qui fait que toutes les sollicitations à votre application ne sont plus faites directement sur votre infrastructure, mais sur le cache, lorsqu'il est disponible bien sûr, côté Akamai ou autre. Donc il y a une synchronisation qui va se faire entre votre application et le cache de façon à ce que le cache puisse être mis à jour à chaque fois que votre application est mise à jour. Et un certain nombre d'appels sont malgré tout transmis jusqu'à votre infrastructure, parce que il n'est pas possible de tout mettre en cache. Néanmoins, ça permet d'absorber une partie des sollicitations et en cas d'attaque, couplé à une capacité d'absorption de la bande passante, ça permet de fortement diminuer l'impact sur vos infrastructures liées à l'attaque en DDoS.
Un point important par rapport à la mise en place de ce cache-là, comme je disais, à chaque fois que votre application va être mise à jour, le cache va devoir se mettre à jour. Donc, sur les procédures comment dire, de mise en production ou de mise à jour de la version de vos différentes applications, il faudra bien penser à vous assurer que le cache a bien été mis à jour pour que les tests puissent être faits correctement, parce que c'est souvent une problématique de synchronisation entre votre application qui est hébergée sur vos infrastructures et le cache. Donc, il y a malgré tout une gestion à faire autour de ça et la prise en compte de ce phénomène-là à chaque nouvelle mise en production. Troisième point, on va avoir la capacité à identifier le trafic malveillant. Comme je le disais précédemment, avec le système de monitoring, on est en capacité d'identifier, même manuellement, un certain nombre de types d'attaques, parce qu'on va se rendre compte que le trafic, un trafic bien spécifique, a fortement augmenté à un instant T, et ça correspond à un comportement un petit peu suspicieux. Donc, quand on a un système de monitoring, concrètement, c'est les administrateurs, c'est les équipes sécurité en charge de la surveillance qui vont se rendre compte comment dire, de cette attaque et de ce comportement un petit peu étrange. Mais il est tout à fait possible de déléguer à un système plus ou moins automatisé dans des solutions de cloud la détection de ce type d'attaque de façon à ce qu'elle prenne en compte le trafic et est-ce qu'elle le détourne de vos infrastructures. Donc pareil, l'objectif est toujours le même, c'est de faire en sorte qu'un minimum de sollicitations malveillantes liées à l'attaque en DDoS en cours arrive jusqu'à vos infrastructures de façon à ce que le service puisse être rendu au mieux à vos utilisateurs. Et quatrième point, la mise en place d'un Web Application Firewall. Donc, un Web Application Firewall, ce n'est pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Peut-être qu'on en fera un spécifique sur ce type de technologie. Mais en gros, l'idée de ce type de dispositif-là, c'est de protéger les applications d'un certain nombre de types d'attaques et d'un certain nombre de vulnérabilités. Et ce type de vulnérabilités sont assez souvent exploitées dans le cadre d'une attaque en DDoS. Donc, ça va vous protéger des attaques en ingestion SQL, des attaques en cross-site scripting. En gros, le Web Application Firewall va analyser le trafic et les requêtes qui vont être transmises à votre application de façon à identifier des requêtes malveillantes et forgées spécifiquement pour exploiter des vulnérabilités. Ce qui veut dire que pour un certain nombre de types d'attaques en DDoS, elles vont être inopérantes si elles utilisent ces vulnérabilités en face d'un Web Application Firewall correctement configuré. Alors, je dis correctement configuré parce qu'il y a quand même un travail relativement important de customisation, de prise en compte des faux positifs sur un Web Application Firewall avant de pouvoir considérer qu'il est en production fonctionnel et qu'il n'a pas d'impact et d'effet de bord sur votre application. Donc, il y a quand même un travail de customisation à mettre en place, même si de plus en plus de fournisseurs vont être en capacité de mettre des règles vraiment très basiques à la mise en place initiale du dispositif et d'avoir un système d'apprentissage des différentes règles qui vont venir s'implémenter petit à petit toutes seules sur votre instance de façon à ce que le travail de customisation et de traitement des faux positifs soit le plus allégé possible. Donc, on va avoir ces 4 grands dispositifs en fait, qui vont être packagés plus ou moins dans les différentes solutions cloud du marché. On se retrouve assez fréquemment avec des fournisseurs qui englobent ces quatre dispositifs-là. Alors, c'est des dispositifs qui sont tout à fait efficaces, qui vont vraiment limiter l'impact, qui vont vraiment apporter un vrai plus au niveau de la sécurité de vos infrastructures. Néanmoins, on ne peut pas considérer ces dispositifs comme étant fiables à 100%, parce qu'une partie du trafic, malgré tout, va finir par arriver sur vos infrastructures, va finir par arriver au niveau de vos applications. Et les dispositifs qu'on a listés précédemment sont malgré tout utiles. Et ce n'est pas parce qu'on va mettre en place une solution cloud aussi efficace qu'elle soit
qu'on peut s'abstenir de mettre en place les dispositifs liés à l'organisation, liés à la gestion de l'incident, liés à l'architecture et aux infrastructures, de façon à ce que tout le trafic qui finalement passerait au travers des mailles du filet de cette solution, même s'il est moindre, soit tout à fait absorbable par vos infrastructures et que vos infrastructures soient tout à fait en capacité de délivrer le service dans les meilleures conditions, quelle que soit l'attaque subie. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. C'est assez, c'est assez macro comme vision que je peux vous donner aujourd'hui, puisque on est sur un format webinaire où on n'a pas le temps de rentrer en détail dans chacune des solutions et dans chacun des dispositifs. Mais l'idée, c'est de vous donner un petit peu les différents leviers et les différentes actions qui peuvent être menées pour arriver à vous protéger au mieux et à limiter au mieux les risques et les impacts liés aux attaques en DDoS. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. On va prendre quelques minutes pour passer sur les différentes questions que vous allez pouvoir avoir. Alors, je vais vous demander de m'excuser. Je vais juste jeter un œil à l'interface pour essayer de voir vos questions. Alors, c'est une super question pour le monitoring. Alors, le monitoring, c'est un sujet qui est relativement vaste. D'ailleurs, c'est pas que lié à la sécurité, mais ça peut valoir le coup de faire un webinaire spécifiquement là-dessus, voire même plus. Alors, on va avoir un certain nombre de niveaux de monitoring qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, on va avoir le niveau, comme je disais tout à l'heure, plutôt système. On va avoir le niveau plutôt réseau. Il y a un niveau dont j'ai pas trop parlé parce que c'est quelque chose qui est souvent assez compliqué à mettre en œuvre, même si ça peut malgré tout avoir un intérêt, c'est la partie applicative. Sur la partie système, on va avoir pas mal de solutions sur le marché. Honnêtement, les solutions open source marchent très bien. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver les noms qu'on utilise chez nous. Alors, c'est un petit peu compliqué avec toutes les fenêtres. C'est un peu compliqué avec toutes les fenêtres. On va avoir des solutions. Juste quelques secondes, je vous retrouve ce qu'on a mis en place. De toute façon, ce qui compte sur le système de monitoring, finalement, c'est pas même s'il y a des solutions qui vont être plus ou moins efficaces, c'est surtout la façon dont on va la mettre en place, la façon dont on va la paramétrer, de la façon dont on va la customiser et mettre en place le dispositif humain autour de systèmes de monitoring. Après, on va avoir des applications qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins faciles à mettre en œuvre et à gérer auprès de vos équipes de monitoring. Typiquement, une des solutions, alors qui est une solution relativement ancienne finalement, mais qui finalement est efficace. On va avoir du Nagios. Franchement, aujourd'hui, si on a des équipes qui sont un petit peu polyvalentes, qui vont être en capacité de customiser correctement la solution, Nagios, ça va très, très bien fonctionner. Pour la partie réseau, nous, on utilise plutôt du Zabbix parce que les interfaces, les capacités d'analyse et les sondes qu'on va pouvoir avoir sur du Zabbix sont plutôt intéressantes. Après, si vous regardez des solutions payantes, souvent elles vont s'appuyer sur des plugins open source. Voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que sur la partie système réseau, le couple Nagios Zabbix, même si c'est des choses qui vont être un petit peu chacune dans leur coin, ça a complètement du sens. Et ça va être suffisamment efficace, en tout cas, vis-à-vis des problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui.
Un autre point qu'on peut ajouter sur la partie monitoring, que je n'ai pas évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est une erreur de ma part, c'est la mise en place d'un SIEM et de la corrélation d'événements. Donc l'idée, c'est que toutes les sources de log puissent être assemblées, comprises par un système qui va être plus ou moins intelligent et qui va pouvoir, pour vous, identifier des événements plus ou moins suspicieux. Donc, avoir un IDS à minima, un IPS bien configuré, même si c'est finalement pas du monitoring réellement, hein, c'est un dispositif de sécurité, mais ça va pouvoir vous permettre de faire une analyse vraiment des événements et du trafic et du comportement de vos infrastructures qui va pouvoir vous apporter quelque chose. Alors le souci, c'est que les différentes solutions de SIEM, bon, il y en a pas mal. Souvent, c'est assez coûteux à mettre en œuvre. C'est assez compliqué aussi à mettre en œuvre. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de partir sur des solutions assez simples, sans rentrer dans de la customisation dès le départ, parce qu'on perd finalement beaucoup de temps et on s'essouffle beaucoup à mettre en place ce type de solution en essayant de faire en sorte qu'elle soit parfaite dès le début. Et finalement, bah, ça avance pas spécialement. Question sur les différentes solutions de services en cloud. Alors, j'évoquais tout à l'heure Akamai qui propose des services de cache, des services d'absorption de bande passante. On utilise également sur la partie WAF chez Pentalog une solution qui s'appelle Sucuri, qui a l'avantage d'être assez efficace et finalement pas très cher. Donc, elle cumule à la fois la partie Web Application Firewall et la partie protection DDoS. Donc, on n'est pas sur un dispositif ultra pointu, mais ça nous permet d'avoir un niveau de sécurité qui est relativement élevé, avec des contraintes assez légères sur la gestion au quotidien, même si malgré tout, il y a toujours un peu de gestion au quotidien de ce type d'équipement. Mais il est relativement léger et c'est plutôt efficace. Voilà, c'est un peu les deux que je peux vous conseiller. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je sais que AWS a des solutions aussi WAF. Honnêtement, je ne peux pas trop vous en parler. On les a jamais vraiment testés pour l'instant. Mais oui, Sucuri et Akamai sont des solutions qui sont plutôt efficaces. Ok, alors j'ai pas d'autres questions, dans ma liste de questions. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé en tout cas d'être clair. Faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Faut pas hésiter à consulter et revoir la vidéo. Bon, après, forcément, si elle n'était pas claire, la deuxième fois que vous la regarderez, elle sera pas plus claire. Mais bon, en tout cas, si ça vous dit, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo, à la partager. Elle est là pour ça. Et surtout revenir vers nous si vous avez d'autres questions et d'autres problématiques liées à la sécurité. Ah, ici, pas de réponse. Ah oui, exact. Pardon. Côté scalabilité, oui, je confirme. Alors Docker, c'est une solution de containerisation. Donc, vous allez avoir plusieurs types de solutions de containerisation. Docker, c'en est une très bonne. On en utilise beaucoup chez Pentalog. C'est plutôt efficace. Et on va avoir un niveau de scalabilité qui est vraiment très élevé. Donc, on va pouvoir faire du provisioning de conteneurs beaucoup plus facilement. On va pouvoir être en capacité d'absorber la charge beaucoup plus facilement. Donc, clairement, c'est une bonne solution. Après, si on n'est pas sur des architectures conteneurisées, entre guillemets, mais plutôt dans un modèle classique avec des machines virtuelles, on va avoir des solutions AWS qu'on utilise aussi beaucoup, où on va être en capacité de faire varier assez facilement les ressources allouées à nos différentes machines virtuelles de façon à absorber de la charge. Donc, on n'est pas dans du provisioning automatique de machines, on va être plutôt dans un modèle variabilité des allocations de ressources
Mais ça peut être efficace aussi. Pour être honnête, la containerisation, concrètement, dans la scalabilité, c'est le Graal. Et Docker, ça fait partie une des meilleures solutions du marché. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et j'espère que j'en oublie pas. Il me semble pas. Du coup, on arrive de toute façon à la fin du temps alloué à ce webinaire. J'espère que ça a été utile pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et j'espère vous revoir à d'autres webinaires sur d'autres sujets. Donc peut-être le CIEM, peut-être le monitoring. On verra, on est en train de planifier tout ça. Donc merci à vous d'être tous venus aujourd'hui. Et à bientôt. Bonne journée.